Bonjour, Étienne Klein. Je vous présente très rapidement. Vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, professeur à l'École centrale de Paris. Vous dirigez également le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Et sur France Culture, vous êtes producteur animateur de l'émission Sciences en question. A priori, donc, rien ne vous ramène au sujet de cette journée, les entreprises familiales, et pourtant si, puisque le fil conducteur des débats va questionner la modernité de ces entreprises, que la longévité et la typologie familiale réduisent souvent à un passéisme caricatural. Or, lorsqu'on est philosophe, qui plus est des sciences, on s'empare évidemment avec passion du thème de la modernité. Entre tradition et modernité, la formule éculée et passe-partout est retenue chaque fois qu'on peine à définir l'objet concerné. Mais pour une fois, il n'en est rien, car c'est bien à trouver le juste équilibre entre hier, maintenant et demain que doit s'employer l'entreprise familiale. Elle est dépositaire d'un héritage qu'elle doit cultiver avec lucidité et sans s'y enfermer, au risque sinon d'hypothéquer son avenir. Dans l'héritage, il y a la tradition, souvent assimilée injustement à la vétusté ou à l'obsolescence. En réalité, cette tradition, il s'agit de la faire vivre, fructifier, rayonner. Il s'agit aussi de la bousculer, de la challenger pour que l'entreprise exprime son potentiel de création, de remise en question, de développement, c'est-à-dire de modernité. C'est une question de stratégie et d'image. Comment le philosophe définit-il la modernité et sous quels angles l'aborde-t-il ? Bonjour à tous. Alors en effet, je suis complètement incompétent à propos du sujet qui vous rassemble, mais je vais quand même répondre à la question. Je dirais que la modernité, c'est le fait de travailler un lien affectif avec le futur. C'est l'idée que, en fait, être moderne, c'est être pressé d'être vieux. Voilà. C'est une sorte d'impatience. C'est en fait se raccrocher à l'idée de progrès, c'est-à-dire à l'idée que on peut configurer le futur d'une façon à la fois crédible et attractive et travailler à le faire advenir aussi proche qu'on l'a pensé. Et donc ça suppose une sorte de presque de philosophie de l'histoire, une sorte de récit qui connecte le présent, le passé et le futur dans une sorte de prolongement Continuum. progressif. C'est pas la stagiarité, c'est l'idée que voilà plus le futur, plus du temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. Ça veut dire que ça a du sens d'estimer d'un artiste, d'un intellectuel, d'un patron, d'un philosophe qu'il est moderne. Ça, c'est une question trop compliquée pour moi. On peut être à la fois moderne et contemporain. Mais puisqu'on est là pour parler d'entreprise familiale, je voudrais parler d'un événement qui s'est passé dans les années 90, qui est un événement historique, qui a été complètement passé sous silence, mais qui interroge justement le lien entre la tradition et la modernité au sens d'une modification progressive de ce qui se passe. C'est que on a pratiquement en même temps sur toute la surface de la Terre fait la même chose, à savoir qu'on a retourné les poussettes de bébés. Oui, avant, on était poussé dans le sens inverse de la marche. Le bébé pouvait voir la personne qu'il poussait, son père, sa mère, une nourrice. Il était donc connecté à son origine et il pouvait donc échanger des sourires, des grimaces, des onomatopées. Bref, il était connecté à l'endroit d'où il venait. Et puis tout d'un coup, pour des raisons obscures qui sont liées à l'invention des congés de paternité en Suède, en même temps qu'à la mode du jogging, c'était en Suède, hein, les premiers congés de paternité sont en Suède, donc les pères de famille poussaient les poussettes, mais en même temps ils voulaient s'entraîner pour la course du dimanche. Donc on a retourné les poussettes, et les enfants sont poussés vers l'avant. Certains ont dit c'est un signe de modernité puisqu'on s'échappe aux traditions familiales. Mais en réalité, les bébés, ils voient que des inconnus, ils flippent. D'accord. C'est-à-dire que ce retournement des poussettes, c'est une métaphore du retournement de notre rapport au futur. Dans ma génération, quand on était adolescent, dans les 70, on nous parlait tous les jours de l'an 2000. L'an 2000 était configuré, il était représenté, on nous expliquait comment on allait voyager, se divertir, travailler, etc. Et donc chacun d'entre nous pouvait tracer un chemin individuel entre le présent où nous étions et le futur qui nous était montré. Et j'avais des amis, des camarades qui étaient pressés de vieillir. Ils avaient hâte de l'an 2000.
Et aujourd'hui, l'an 2000 a été passé, dépassé même, et on n'arrive pas à fabriquer un horizon projectif qui ait la même puissance que celle qu'a pu avoir l'an 2000. 2050, ce n'est pas un horizon projectif, 2100 non plus, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, ça se voit par un symptôme qui traduit le fait que la modernité en désuétude d'une certaine façon, c'est que, ça c'est un travail qu'on a fait à l'Académie des technologies, avec un logiciel, on a compté l'occurrence de certains mots dans les discours publics, institutionnels, politiques, pas du tout les réseaux sociaux, mais simplement les discours des uns et des autres. Et les deux mots qu'on a testés, c'est le mot progrès et le mot innovation. Et ça dit bien le résultat, la tension que vous avez signalée. Le mot progrès est un mot qu'on a écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. Ensuite, il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale et il a commencé à décliner en 1980. Date à laquelle réapparaît dans la langue française un mot qui avait été complètement abandonné, très vieux mot, mais laissé en jachère, qui est le mot innovation. Le mot innovation, il réapparaît en 1980. Le croisement du progrès qui descend et de l'innovation qui monte s'est fait en 2003. Pourquoi en 2003? Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Ça, c'est les données. En 2003, ouais, les courbes se croisent et le mot progrès, il est complètement abandonné dans le quinquennat 2007-2012. Si vous le vérifiez, vous avez la possibilité de lire tous les discours des candidats à l'élection présidentielle de 2007, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Le mot progrès figure. Pas de la même façon, pas au même rythme, mais il est là. En 2012, plus aucun. Et donc, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'un mot qui a été un mot structurant de la modernité pendant 4 siècles, enfin 3 siècles, a été si rapidement liquidé? Vous pourriez dire, c'est pas grave, on a modernisé notre discours sur le progrès, en remplaçant le mot progrès par le mot innovation. Mais quand on regarde les choses en détail, comme on l'a fait dans mon laboratoire, qu'on regarde les rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on parle de l'innovation, et qu'on les compare aux rhétoriques dans lesquelles autrefois on parlait du progrès, on se rend compte que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Ça veut dire que et même la contredit. Oui, ça veut dire que l'innovation, c'est du progrès dépouillé d'un projet, d'une vision, d'une projection finalement dans l'avenir. Je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire du mot. Je signale simplement 2 grandes étapes. Le mot innovatio, en latin, il apparaît au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. Ça désigne ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat. Vous signez un contrat, des choses changent. Vous signez une innovatio pour que le contrat demeure valide. Vous voyez que l'innovation, elle est d'emblée liée à un principe de conservation. Et ça, c'est signe de mauvais signe. Ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas. Ensuite, le mot circule ailleurs, se retrouve chez Machiavel, dans Le Prince. Le prince, dit Machiavel, ne doit pas innover politiquement quand il a le pouvoir. Sauf, dit-il, si son pouvoir est menacé. Encore une fois, il s'agit de maintenir les choses. Et le mot innovation va être associé à la technique pour la première fois au XVIIe siècle par un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, qui écrit un ouvrage en 1632 dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation. Et quand on fait lire ce chapitre de 20 pages à des étudiants comme ceux que j'ai à Centrale, sans leur dire qui a écrit le texte ni quand il a été écrit, ils se réunissent en atelier et ils essaient de deviner l'auteur. Alors pour les uns, c'est Alain Minck, pour les autres, c'est Jacques Attali, et cette année, le nom de Bruno Le Maire est sorti depuis qu'ils savent qu'il est écrivain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2024, nous parlons de l'innovation comme en 1632, c'est-à-dire avant le siècle des Lumières. C'est-à-dire que le discours, c'est le temps qui passe est corrupteur. Il dégrade les situations, il augmente la gravité des défis, et l'innovation est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde et empêcher que le mal l'emporte. Je vais prendre, Étienne, un exemple ou un contre-exemple justement de ce que vous évoquez, et en faisant la passerelle avec les entreprises familiales. Il y a une semaine, lors de la séquence lyonnaise du Family Business Forum, j'interrogeais Jean-Louis Chave, propriétaire du domaine éponyme. Jean-Louis Chave est l'un des plus grands vignerons au monde.
c'est dans l'Ermitage et le Saint-Joseph, 100 000 bouteilles par an qu'on s'arrache, qui est destiné à des privilégiés parce que les premières bouteilles débutent à 400 € et montent à plus de 2000 €. Et le domaine Chave est dans la famille depuis 1481, soit 16 générations. Et à un moment, je lui ai posé la question justement des leviers d'innovation pour durer comme ça, dans le temps, comme on dit. Et voilà ce qu'il m'a répondu: rien ou presque ne change chez nous depuis des siècles. Cette notion d'innovation m'est pratiquement inconnue. Ça veut dire, alors, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que quelque part ça révèle aussi une définition de la modernité? Alors moi, je ne connais pas ce vignoble, mais j'ai été invité en On va déguster En ensemble. Champagne, et il s'y passe le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire que pour que le champagne reste le même, c'est-à-dire garde le même taux d'alcool, alors même qu'il y a un changement climatique, il faut innover énormément. Et donc, il y a des laboratoires de recherche qui accompagnent l'évolution des vignobles pour que le champagne qu'ils produisent soit fidèle à la tradition. Mais pour qu'il soit fidèle à la tradition, il faut justement innover pour que ça ne change pas. Autrement dit, la tradition réclame de l'innovation parce que le contexte change. Et donc, il faut faire, du point de vue de la production du champagne en l'occurrence, l'équivalent d'un avenant pour un contrat. Et ça suppose d'avoir en effet un respect de là où on vient. Et pour maintenir cette tradition à laquelle on est attaché, qui sert même de carte d'identité, il faut travailler pour que ça s'ajuste au futur qui arrive. Il y a un sujet auquel je vous sais extrêmement sensible, c'est celui de la démocratie. Aujourd'hui, nous allons vivre en direct la très probable censure du gouvernement. Ce que nous vivons depuis le 9 juin dernier, c'est-à-dire depuis le jour de la dissolution, traduit-il selon vous une démocratie moderne ou au contraire une démocratie non seulement malade mais même obsolète? La démocratie, c'est difficile à juger. Je pense que la Constitution, elle montre des failles. Moi, ce qui m'impressionne, c'est dans le discours politique tel qu'on perçoit l'extérieur. Mais je ne suis pas sûr que ça réponde à votre question. C'est une dégradation assez spectaculaire de l'argumentation. Je n'entends plus d'argumentation politique. Voilà, je n'entends que des menaces, des insultes, des raccourcis, des slogans, des mensonges. Et ça me semble indiquer l'avènement d'une très très mauvaise qualité du débat. C'est le verbe débattre, pour reparler d'étymologie. Débattre. Ne pas se battre. Non, c'est pas simplement ne pas se battre. C'est un mot du XIVe siècle. C'est faire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Il ne s'agit pas simplement d'être inerte. C'est faire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. C'est-à-dire discuter, pratiquer une forme de politesse de l'esprit, s'écouter, et puis à la fin, on sait, si on veut se battre, pourquoi on se bat. Et on peut aussi éviter de se battre si les conditions le rendent possible. Et ce débat, au sens fort du terme, a été remplacé par la controverse systématique, et ça me semble être un indicateur de la mauvaise qualité de la vie démocratique. Ça signifie qu'à vos yeux, une personne qui vous affirmerait ou qui serait convaincue que nous traversons, que nous vivons une époque moderne, n'aurait pas compris la réalité justement de notre... Moi, je ne crois pas que l'on puisse dire, peut-être que notre époque est moderne, sans doute, mais nous n'y croyons plus. C'est-à-dire que nous ne vivons pas comme si nous la considérions comme moderne. Je veux dire par là que notre impatience du futur, elle est quasiment nulle. Il y a un sondage européen qui a été publié en 2023 montrant que seulement 17% des jeunes Européens souhaitent vivre dans le futur. La question était stupide parce qu'ils ne verront pas ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'impatience. Et en plus, il n'y a aucun rêve de retour au passé. On peut toujours rêver avec l'idée que c'était mieux avant, mais aucun d'entre nous n'aurait le courage d'aller chez le dentiste en 1925. D'accord ? Donc personne ne supporterait de vivre dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Évidemment, on pourrait vivre en 1925 comme les gens vivaient en 1925. Mais si on connaît la suite de l'histoire, c'est-à-dire si on sait qu'on peut aller chez le dentiste sans avoir mal, aucun d'entre nous n'aurait le courage d'aller chez le dentiste en 1925. Donc on est prisonnier du présent. C'est ce qu'on appelle le présentisme. Le futur est laissé en jachère intellectuelle et en lévitation politique. Dans les débats que vous citez aujourd'hui, qui parle de 2050 ? Qui parle de 2100 ?
Qui est capable de se projeter à long terme? Personne. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions et non pas une certaine idée du futur qu'on aurait à l'avance et qu'on souhaiterait faire advenir. Alors, j'ai bien compris que vous ne connaissez rien des entreprises familiales, mais tout de même, est-ce que l'on peut à un moment, lorsqu'on est philosophe, se poser la question de l'interprétation philosophique, scientifique, voire même physique, puisque vous êtes également physicien? Est-ce qu'on peut se poser cette question-là à propos des entreprises familiales et bien sûr dans un domaine qui vous est très cher, qui est leur relation au temps? Ben justement, il y a quelques années, j'avais écrit un livre dans lequel il y avait une phrase à propos du temps disant le temps loge hors de l'horloge. C'est une façon de faire un jeu de mots un peu débile, mais surtout pour dire que une montre ne montre pas le temps. Une montre, elle montre l'horaire, et en même, elle montre, par le déplacement de l'aiguille, comment une durée, qui est un truc complètement temporel, peut se spatialiser par l'intermédiaire d'un mouvement dans l'espace. Autrement dit, une montre ne montre pas le temps, mais elle montre des avatars du temps. Et un monsieur qui s'appelle Helmut Krott, qui dirigeait une entreprise familiale qui s'appelle Urban Jürgensen, qui fabrique des montres depuis le XVIIe siècle. Urban Jürgensen, c'est un Suédois qui a inventé l'échappement des montres. Il a voulu me rencontrer pour discuter de ce que j'avais dit. On a passé une journée ensemble et pour me remercier, il m'a offert, non mais il ne m'a pas offert, il m'a prêté une montre Urban Jürgensen. En me disant que j'étais l'ambassadeur, donc je la porte, je n'ai pas le droit d'en dire du mal, mais elle n'est pas à moi. Et un jour, j'ai raconté cette aventure dans un article, et pour me remercier, il m'a offert la montre. Le problème, c'est que même, elle ne marche plus, quoi. Je l'ai fait réparer 3 fois. À chaque fois, ça me coûte un bras, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, j'ai une deuxième montre pour avoir l'heure. Mais c'est une montre à laquelle je tiens passionnément parce qu'elle illustre une tradition incroyable. Pendant 4 siècles, cette entreprise a été transmise de génération en génération en gardant un principe de fonctionnement qui date de l'origine. Évidemment, elle s'est modernisée dans le même temps par le fait elle a une apparence moderne, etc. Mais elle a gardé quelque chose qui la connecte à son origine. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure à propos des poussettes. Le point important, c'est de savoir quelle est la connexion à l'origine. Quand on connaît la connexion à l'origine, alors on peut penser le futur en tenant compte. Quitte à ce que ce futur soit très différent du chemin qu'on a parcouru jusqu'alors. Les entreprises familiales font très souvent valoir le temps long pour justement se distinguer des autres entreprises et aussi pour justifier, pour expliquer leur enracinement, leur capacité à traverser les épreuves. Cette notion de temps long a-t-elle une signification? Première question. Et deuxième question, comment faire pour ne pas se rendre prisonnier justement de ce temps long qui peut être quelque part aussi un levier de sclérose, de renoncement au risque, de renoncement à la remise en question? Alors pour un physicien, temps long, temps court, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le temps qui fait une durée courte, c'est exactement le même temps qui fait une durée longue. Il faut juste attendre plus longtemps. Hein, mais c'est le même temps, quoi. En fait, pour un physicien, le temps ne peut pas avoir de qualificatif. On ne peut pas dire qu'il y a un temps biologique, un temps psychique, un temps truc. Il y a un temps, dans chaque référentiel, il y a un temps propre, dans lequel se déroulent des temporalités différentes. Temporalité biologique, il y a des temporalités politiques, mais le temps ne ressemble pas au phénomène temporel. Il n'y a pas autant de sortes de temps qu'il y a de sortes de phénomènes temporels. Bon. Ceci étant dit, vous dites on pourrait être prisonnier du temps long. Moi je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire le fait que nous ne pensions pas le temps long nous rend prisonniers du présent. C'est un peu l'inverse. Si vous regardez ce que font les physiciens, notamment dans des grands organismes de recherche comme le CERN à Genève ou le CEA où je travaille, on a des projets à très long terme, qui soient spatiaux, qui soient par exemple dans le domaine de la fusion nucléaire. On a un calendrier jusqu'en 2070. On projette de construire un nouvel accélérateur au CERN, dont le LHC sera l'injecteur, qui fera 92 km de circonférence et qui donnera des résultats dans les années 2060-2070. Donc on est tout à fait capable de projeter des projets à très long terme. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas du tout dans quelle société ces projets pourraient émerger. Quel sera l'état de la société en 2070? Quelle sera la libido pour la connaissance scientifique en 2070?
Si on extrapole ce qu'elle est aujourd'hui, on n'est pas très confiant. Il y a une forme de collectif aujourd'hui pour les résultats scientifiques. Quand on a annoncé la découverte en 2012 du boson de Higgs, on a fait 2 minutes au journal de 20 heures. Est-ce que les gens se sont pressés pour nous harceler de questions? Qu'est-ce que c'est que cette particule? Qui pourtant est une découverte complètement fondamentale, qui change beaucoup de choses. Mais ça n'a pas suscité grand intérêt. Et donc, voilà, je pense qu'il faut absolument, pour les jeunes générations, reconstruire un récit qui permette de savoir non pas pourquoi on travaille en un mot, mais pourquoi on travaille en 2 mots. Pourquoi on travaille? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on vise? Vous parliez tout à l'heure de la différence entre progrès et innovation. En une phrase, je dirais que le progrès, il est lamarckien. Le progrès, il est finalisé. On sait pourquoi on fait ce qu'on fait, parce qu'on vise tel but. Comme le disait Kant, c'est une idée à la fois doublement consolante et sacrificielle. Le progrès nous console des malheurs du présent, en faisant espérer que nos enfants vivront mieux que nous. Et il nous console aussi, dit Kant, par le fait qu'il donne un sens au qu'il impose. Le progrès, ce n'est pas automatique. Il faut travailler pour le faire advenir. Je pense, Étienne, que ce que vous venez de dire à l'instant va résonner très très fortement dans la tête des dirigeants d'entreprises familiales. Ce que je voulais dire, c'est que l'innovation, elle est darwinienne. Elle n'est pas lamarckienne. On innove parce que ça se passe comme ça. La technologie rend l'innovation possible, on y va. Mais on y va parce que c'est possible, pas parce qu'on le souhaite. Et ça fait que la société, globalement, s'interroge sur le type de compagnonnage qu'elle souhaite avec les nouvelles technologies. Il faut qu'on en débatte, et on n'arrive pas à en débattre. C'est l'heure de conclure, ça va vite. Et j'aimerais qu'on conclue justement, qu'on achève notre dialogue sur un sujet qui vous est cher, l'alpinisme. Et certains considèrent que l'alpinisme moderne a disqualifié une certaine conception de la performance, aussi la relation à la montagne avec l'obsession de la dominer de plus en plus vite dans des conditions de plus en plus extrêmes. Et comme on le voit sur l'Everest, souvent aussi au mépris de l'environnement. Finalement, est-ce une métaphore, l'alpinisme, de ce que nous venons justement d'évoquer pendant une demi-heure? Alors, ce n'est pas tellement la vitesse en alpinisme qui me choque, parce qu'on ne va pas demander aux alpinistes aujourd'hui, qui sont mieux entraînés, mieux équipés, de ralentir leur rythme pour avoir les mêmes temps d'ascension que les anciens, que les pionniers. Il y a des Suisses qui ont escaladé le Cervin, par exemple, ou la face nord de l'Eiger, dans les conditions de la première, avec des piolets pourris, etc. Ils l'ont fait, mais on ne va pas s'amuser à singer les méthodes du passé pour ne pas paraître révolutionnaire. Non, moi, ce qui me choque dans ce que vous dites, ce n'est pas tellement donc la vitesse, c'est plutôt la mise en spectacle. Le fait que maintenant, tout cela est filmé, les gens partent avec des drones, se mettent en spectacle. Et ça contredit une forme de tradition, en effet, qui était plutôt celle de l'humilité par rapport à la montagne, etc. C'est la seule chose qui me dérange, outre les questions de pollution que vous avez évoquées. C'est la seule chose qui me dérange. Mais j'estime que je ne suis pas bien placé, et d'ailleurs qui le serait, pour dire qui a le droit de faire de l'alpinisme. Merci infiniment, Étienne Klein, pour cet éclairage sur la modernité. Merci.